Je pense que le but de la vie, c'est d'acquérir de la plus grande clarté sur qui on est soi-même. Et je pense que ça permet de trouver de l'apaisement, ça permet de mieux écouter sa petite voix intérieure, ça permet de prendre mieux soin de soi, non pas pour être tranquille et être calme, mais pour être plus lucide sur qui on est. Et c'est en prenant soin de soi que progressivement, on va aider aussi, par ricochet et par inspiration, le monde à être meilleur. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ces métiers dédiés aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast, c'est parti ! Bienvenue dans la saison 4 de La Petite Voix, une saison que j'ai le bonheur d'ouvrir avec Stéphane Alix. Vous connaissez déjà certainement son nom et son travail de journaliste. Vous avez peut-être même, comme moi, dévoré ses livres et en particulier Le Test, cette enquête incroyable dans laquelle il enquête auprès de médiums qui communiquent avec les morts. Vous allez l'entendre, Stéphane a une vie riche, passionnante, bouleversante aussi parfois, à tel point que je vous propose cette semaine la première partie de notre entretien. Vous comprendrez comment il est passé d'explorateur de la Terre et de ses zones de tension à explorateur de l'âme, comme il le dit si joliment. Vous le verrez qu'il enquête sur le trafic de drogue en Afghanistan ou sur la vie après la mort, sa rigueur journalistique reste intacte. Bienvenue donc dans un épisode profond, sincère et touchant. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'entretien. Nous y évoquerons l'amnésie traumatique dont il s'est réveillé ces derniers mois suite à l'inceste dont il a été victime enfant. Avec Stéphane, aujourd'hui, nous allons parler d'une adolescence plongée dans le spleen, d'un décès brutal qui questionne sur le sens de la vie et d'expériences chamaniques au Pérou. Bonjour Stéphane et bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Eh bien, écoutez, c'est moi qui vous remercie. C'est vraiment un honneur de vous avoir pour ouvrir cette saison 4 du podcast. Alors Stéphane, on ne vous présente plus, mais je vais quand même remettre un petit peu de contexte. Si j'en crois votre bio Wikipédia, vous êtes à la fois journaliste, reporter de guerre, réalisateur et écrivain. Mais en réalité, je suis certaine que les auditeurs de La Petite Voix vous connaissent déjà, que ce soit par vos ouvrages ou par l'INRES, qui est l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires que vous avez fondé. C'est ça. Pour ma part, moi, je vous ai découvert certainement comme beaucoup avec ce livre génial et complètement dingue qui est Le Test, dans lequel vous menez une expérience avec des médiums qui communiquent avec les morts. Et alors, si les personnes ne l'ont pas encore lu, précipitez-vous, c'est passionnant. Plus récemment, vous avez publié Nos âmes oubliées. Et alors, ce dernier ouvrage, c'est un témoignage qui est vraiment poignant, dans lequel vous nous racontez comment, ces derniers mois, eh bien, vous avez retrouvé la mémoire de blessures d'enfance, comment les nommer? Non, d'ailleurs, D'inceste. innommables. Ouais, voilà, d'inceste. Bref, comme il y a beaucoup à dire, et sur votre parcours et sur cette expérience que vous relatez dans Nos âmes oubliées, on va donc faire cette rencontre en 2 temps. Et dans ce premier épisode, là aujourd'hui, vous allez un peu nous parler de votre cheminement et on va comprendre comment le reporter de guerre que vous étiez s'est un jour intéressé aux phénomènes paranormaux. Mhm. Avant de nous lancer, en fait, Stéphane, moi j'ai une première question qui est toute simple, mais quand même, j'ai très envie de vous la poser depuis que j'ai refermé votre dernier livre. Comment allez-vous, Stéphane ? Écoutez, à la fois bien et fragile. Je pense que tout travail d'introspection, de remise en question, tout travail spirituel, tout chemin spirituel est un chemin de fragilisation parce que c'est dans la fragilité
qu'on détruit un petit peu la forteresse qui est notre psyché, notre corps, qui nous aide à vivre. Donc c'est le paradoxe de la vie, c'est quand on est fragile qu'on peut accéder à des zones enfouies en soi, qu'on peut accéder à des solutions, mais c'est aussi quand on est fragile, par définition, qu'on est vulnérable. Et donc j'expérimente aujourd'hui ce dont j'avais l'intuition depuis des années, c'est-à-dire que voilà, c'est dans la vulnérabilité que se font peut-être les plus grandes avancées. Mais voilà, c'est galère à vivre. Oui, du coup, vous faites des grands pas, mais comme vous le dites, dans la galère. Ah, oui, voilà, enfin, j'ai mis en lumière, on va en parler dans notre prochain rendez-vous, j'ai mis en lumière des blessures d'enfance que j'étais à des années-lumière de soupçonner. Je suis content d'avoir mis le doigt sur quelque chose qui me pesait sur l'existence sans que j'en comprenne l'origine depuis des décennies. Mais en même temps, voilà, ça fait de moi quelqu'un de tout d'un coup blessé à nouveau. On va en parler, mais les traumatismes, s'ils sont enfouis, s'ils sont amnésiés au fond de notre mémoire, c'est pour nous protéger. Donc de les recouvrer et de les faire repartir en lumière, c'est le début d'un chemin de guérison, mais c'est aussi la réactivation des blessures et du traumatisme vécu, même des décennies après. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui, sur le chemin de guérison. Bon, magnifique. Alors, revenons-en justement à votre parcours et peut-être au tout début de votre parcours. Si j'ai bien compris, les études, c'était quand même pas trop votre truc. Non, et paradoxalement, pour un fils de prof de géo en Hippocagne, j'étais pas assidu, mais bon, mon père, en tant qu'enseignant, était lui-même très, très, très conscient des limites du système scolaire et il n'a pas insisté trop pour que même je passe mon bac. Donc, quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais quitter l'école après un mois de terminale, ils ont accepté finalement sans trop batailler. Mais ils avaient vu ma détermination. Moi, j'ai toujours été animé de beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination, à vouloir comprendre les choses, à vouloir mettre du sens, à ne pas me satisfaire du modèle que la société essayait de me vendre. Il y avait un truc qui allait pas. Il y avait un truc qui allait pas, mais très tôt, hein, même dans le début de l'adolescence. Euh, à ce moment-là, pour moi, c'est ça au spleen. Je lisais Baudelaire, Lautréamont. J'étais très, très romantique, torturé. Mais en fait, je cherchais juste à, à comprendre le sens de cette existence qui me paraissait absolument absurde, ce monde absurde, où il s'agissait juste, selon, si on devait écouter nos aînés, de trouver un boulot, de gagner sa vie, d'acheter des choses et de s'en satisfaire. Et donc, je me suis cherché beaucoup pendant cette période d'adolescence, et puis sans doute les injonctions inconscientes de mon père et de mes parents, mon père notamment était géographe et explorateur, m'ont poussé à vouloir traduire ça par le voyage, et puis mon désir de comprendre, mes démons intérieurs m'ont poussé vers la guerre et la violence, une sorte de fascination et de désir de comprendre euh, à travers la guerre, à travers la violence. Mais enfin, pour résumer, je pense que c'était une forme de chemin initiatique. Vous savez, les adolescents ont besoin de se confronter au danger pour se sentir vivre. Moi, je suis pas allé faire du saut à l'élastique. Je suis parti en Afghanistan, qui était à l'époque occupé par les soviétiques, qui avaient envahi le pays en 79. On était en 88. Et en 88, je suis entré clandestinement avec un groupe de combattants en Afghanistan. J'avais donc 19 ans pour devenir journaliste. Voilà, c'était pour moi le journalisme, le reportage de guerre était le moyen d'aller me mettre dans ces espaces de grand danger pour sentir la vie. Ouais, oui, vous parliez de détermination. Certainement en faut-il énormément pour, à 19 ans, avoir le projet de partir sur un terrain de guerre au Moyen-Orient. Enfin, ça paraît complètement dingue de rentrer clandestinement dans le pays. C'était à l'époque la façon dont les journalistes pouvaient rejoindre les résistants et faire des reportages. Mais à l'époque, je voulais juste partir, et puis apprendre le métier sur le terrain. Donc, j'ai emprunté un peu d'argent à des amis de mes parents. Je me suis payé un billet d'avion pour le Pakistan, sans dire à qui que ce soit que je comptais aller en Afghanistan. Moi-même, j'étais pas forcément sûr de vouloir y aller longtemps. Et puis, quelques jours après mon arrivée, j'ai contacté des résistants qui avaient des bureaux de représentation, un peu comme le général de Gaulle avait des bureaux à Ouais. Londres. Les résistants afghans avaient des bureaux au Pakistan. Et quand ils m'ont vu débarquer, comme la majorité de leurs combattants avaient mon âge, ils se sont pas dit que c'était bizarre de voir un gamin comme ça qui prétendait être journaliste. Ils m'ont cru et ils m'ont embarqué. Je suis parti dans le maquis avec eux plusieurs mois.
ça a été dangereux, ça a été épique, mais ça a été pour moi un voyage profondément enseignant parce que je suis revenu, j'étais un homme différent. J'avais connu la guerre, j'avais connu une réalité beaucoup plus intense que celle dans laquelle j'avais toujours baigné en France. Et je me suis rendu compte ce jour-là de la chance extraordinaire que nous avons de vivre en Europe, dans une Europe en paix depuis déjà tant de décennies. On n'a pas à s'inquiéter de savoir si on est en sécurité. Enfin, et de voir des gens mangeant des soupes claires, vivant dans le maquis. Et donc ce monde multiple qui est le nôtre, cette planète qui peut porter la plus grande richesse comme les plus grandes souffrances, mais tout d'un coup apparu dans sa grande réalité. Et ça m'a profondément marqué et ça m'habite toujours. Et c'est amusant parce que donc on vous entend, voilà, on imagine l'adolescent partant comme ça sur un coup de tête, sauf qu'en réalité, ce coup de tête d'adolescent a duré quand même une quinzaine d'années. Donc vous y avez trouvé beaucoup de plaisir et de stimulation à partir comme ça sur le terrain. Bah oui, ce coup de tête, en fait, c'était un coup de tête qui se voulait quand même, qui voulait s'inscrire dans quelque chose d'un peu plus pérenne. Et je voulais apprendre un métier, je voulais effectivement devenir journaliste. Donc après ce premier voyage, j'ai pu publier un premier article dans un magazine français parce que en fait, j'ai eu la chance de tomber sur un groupe de résistants qui étaient les seuls à être actifs dans Kaboul, Ok. qui était la capitale de l'Afghanistan, occupée à l'époque par les soviétiques. Donc non seulement ils m'ont fait rentrer clandestinement dans le pays, mais ils m'ont fait rentrer clandestinement dans Kaboul. Donc j'ai photographié des soldats russes cachés dans une voiture. Et donc du coup j'étais un des seuls journalistes à être rentré clandestinement dans Kaboul avec des combattants. Et j'ai pu faire un article là-dessus à l'époque. Et puis voilà, chemin faisant, j'ai appris mon métier, j'ai voulu repartir assez rapidement. Je m'intéressais à la cause tibétaine, donc je suis reparti en Inde pour essayer de décrocher une interview avec le Dalai Lama qui venait de recevoir le prix Nobel de la paix à l'époque. J'ai été tenace et j'ai finalement eu cette heure d'entretien avec lui en novembre 89. Et puis voilà, puis progressivement, j'ai fait un petit peu mon nid jusqu'à réussir à en faire un métier qui me nourrissait suffisamment en étant complètement indépendant. Et effectivement, pendant une grosse dizaine d'années, j'ai énormément voyagé à travers le monde pour travailler sur des conflits où le sujet du trafic de drogue est devenu pour moi un gros sujet d'investigation, parce qu'il voilà, il a fait l'objet d'un livre, et des sujets plus légers. Ben justement, revenons-en à votre métier de reporter de guerre. En fait, malheureusement, tout s'est arrêté un jour très brutalement, un jour d'avril 2001. Vous êtes en Afghanistan avec une équipe de tournage. Dans cette équipe, il y a notamment votre frère Thomas qui a 30 ans. Et il va y avoir un accident de voiture et votre frère va perdre la vie sous vos yeux. Vous êtes dans une autre voiture, donc vous assistez à l'accident et votre frère décède sur le lieu de l'accident, quoi. Oui, mon frère ainsi que 2 Afghans et un autre Français. Il y avait 4 personnes dans le véhicule. Et effectivement, cet accident, il va tout bouleverser, évidemment. Enfin, tous les gens qui ont été confrontés à ça dans leur vie voient leur existence changer. Il y a un avant et un après. Moi, une de mes façons de gérer ce deuil, ça a été d'une certaine manière, de me protéger derrière un questionnement. Toutes ces questions existentielles, un peu d'ordre spirituel que je pouvais me poser à l'adolescence, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait là en fait? Qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi le sens de la vie? Et la mort de mon frère, en fait, a fait ressurgir toutes ces questions-là, et elles étaient brûlantes, et il fallait que j'y réponde. C'est-à-dire que lui, il avait 30 ans, moi, j'en avais 32, et tout d'un coup, je ne pouvais plus me contenter de repartir dans la vie que j'avais avant, comme si de rien n'était. En fait, c'est pas possible. Tout d'un coup, il faut que je téléphone à mes parents pour leur dire que leur fils est mort. Donc, ça a été au départ, je savais pas comment faire. J'avais pas envie de rentrer dans un truc spirituel ou religieux. Je me disais, doit y avoir des réponses objectives. La religion, le spirituel, pour moi, c'est un cheminement intime, c'est quelque chose de l'ordre de la croyance. Donc, des gens peuvent avoir des croyances différentes. Ça veut dire que la réalité, elle est peut-être pas exactement telle que ces croyances le décrivent.
la réalité de la vie après la mort, peut-être qu'elle peut être abordée, si elle existe réellement, à travers la science, à travers une enquête journalistique. Et puis voilà, et puis 2 ans après la mort de Thomas, je me suis immergé complètement, j'ai changé de vie, j'ai arrêté le journalisme de guerre et le reportage d'investigation sur des sujets politiques et Oui. géopolitiques, et j'ai commencé à m'intéresser à la question de la conscience, parce qu'en fait, à ma très grande surprise, j'ai découvert que c'était possible. C'est-à-dire que la question, qu'est-ce que c'est que la conscience? Quel est le rapport entre conscience et cerveau? Est-ce que, par exemple, les expériences de mort imminente, qui sont ces récits que font des gens qui ont eu un arrêt cardiaque pendant un accident de voiture ou autre, qui disent être sortis de leur corps, avoir vu un tunnel de lumière, est-ce que tout ça c'est juste du délire? Est-ce que tout ça c'est juste une hallucination du cerveau? C'est ce qu'on croit spontanément dans notre monde. Bah oui, dans notre monde matérialiste, on s'imagine que quand on a un accident cardiaque, on a effectivement une giclée d'adrénaline dans le cerveau et que ça dérègle les choses et qu'on hallucine. En fait, ces certitudes dans lesquelles on vit, j'ai commencé en investiguant ces sujets-là à découvrir que ce n'étaient pas des certitudes scientifiques, c'était des hypothèses. Et que le monde matérialiste dans lequel nous vivons, la façon dont on le perçoit, la façon dont on perçoit ses limites matérielles, c'est une hypothèse. La vie après la mort est une possibilité qui ne peut pas être écartée par aucune démonstration scientifique aujourd'hui. Et ça, j'ai trouvé ça vertigineux, parce que tout d'un coup, il était possible de continuer à faire exactement le même métier que j'avais fait avant, sauf que je ne travaillais plus sur les talibans, sur les réseaux terroristes, sur les roues du trafic de drogue, mais je travaillais sur qu'est-ce que la médecine et les médecins savent de la mort, qu'est-ce que les neuroscientifiques savent de la conscience et de sa relation avec le cerveau. Voilà, on peut questionner ça, et il n'y a pas de réponse toute faite. En fait, la question est même ouverte. Et ça, voilà, c'est un chemin d'investigation dans lequel je me suis lancé donc il y a presque 20 ans maintenant, et qui est éminemment légitime, passionnant, et qui regroupe, ça m'a permis de rencontrer des communautés de chercheurs à travers le monde entier qui font un travail extraordinaire. Et donc, après quelques années d'enquête et d'investigation sur ces sujets-là, j'ai pu prendre la mesure, en fait, non seulement du fait que ces expériences se rencontrent dans la population générale d'une façon vraiment importante, et que à côté de ça, on n'en parle pas, ça n'existe pas, on ne débat pas, et dès que le sujet est abordé dans une discussion entre amis ou à la télévision ou ailleurs, il y a un effet de moquerie systématique qui est non seulement stupide, mais irrespectueux de la nature profonde de certaines de ces expériences. Donc j'ai voulu que mon travail dépasse un petit peu le cadre de ce que j'allais faire uniquement dans un article ou dans un livre, et j'ai voulu créer un institut, au départ, initialement, pour rassembler des professionnels de santé, c'est-à-dire des psychiatres, des psychologues, des psychothérapeutes, qui s'intéresseraient à ces phénomènes-là, et qui, par les outils méthodologiques dont ils disposent, peuvent discerner, dans un récit un peu extraordinaire, ce qui va être de l'ordre du pathologique, de ce qui va être de l'ordre du non pathologique. Quand par exemple quelqu'un vous dit j'ai vu une personne qui est morte et je lui ai parlé, ça peut être effectivement un signe de pathologie mentale. Ouais. Peut-être cette personne est complètement folle, mais si elle est folle, on va avoir d'autres signes qui vont nous permettre de l'identifier. Et donc voilà, il est possible, et notamment à travers les outils de la psychothérapie et des psychologies, d'accueillir cet extraordinaire-là dans une zone plus subtile que celle dans laquelle on l'accueille dans notre société. Notre société, face à l'extraordinaire, face à une personne qui vous dit j'ai vu un ovni, j'ai vu un fantôme, etc., va imaginer qu'il faut répondre par c'est vrai ou c'est pas vrai tout de suite. C'est-à-dire, imaginez que votre meilleur ami vienne vous dire oh là là, dis donc, j'ai vu un ovni, il s'est posé dans mon jardin. Il faut instantanément que vous le croyez ou vous ne le croyez pas. Alors que c'est drôle, si ce même meilleur ami vient vous dire dis donc, j'ai rencontré une jeune femme, je suis tombé éperdument amoureux, vous n'allez pas avoir besoin de juger si cet amour est vrai ou pas vrai. Vous allez l'écouter, vous allez lui demander de lui raconter, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'avec une expérience extraordinaire, on ne ferait pas la même chose? Pourquoi est-ce que quand votre meilleur ami vient vous dire j'ai vu un ovni, vous ne lui demandez pas de raconter sans commencer à juger, sans commencer à dire oh moi j'y crois pas? Et en fait, c'est ce que j'ai essayé de faire avec l'INRES. Donc au début, j'ai rassemblé un certain nombre de professionnels de santé, et quand on a publié l'année suivante un manuel clinique, c'est-à-dire un ouvrage collectif qui rassemble l'ensemble des connaissances qu'on a sur ces expériences extraordinaires, et qu'on a lancé un appel à candidature pour créer un réseau, on a reçu des centaines de demandes de la part de psychologues, de psychanalystes, de psychothérapeutes,
pour constituer un réseau. Donc on a constitué un réseau, et en fait ça c'était l'objectif initial de l'INRES, c'est-à-dire créer un réseau d'accueil et d'écoute bénévole des expériences extraordinaires, pour que n'importe qui en France ou dans le monde francophone qui vive un truc bizarre puisse appeler un psy qui ne commence pas à le juger, mais plutôt l'écoute et éventuellement l'oriente. Et puis, très très vite, en fait, avec Sébastien Lilly, qui était un jeune webmaster qui m'a rejoint très vite et avec qui on a créé toute l'aventure, on s'est aperçu qu'il y avait aussi un besoin auprès du grand public d'avoir accès à des informations un peu plus solides, telles que celles que j'avais collectées moi dans mon enquête journalistique. Donc on a lancé un magazine, et puis on a développé des cycles de conférences qui ont été filmés, qui ont donné lieu aujourd'hui à une web TV, et qui font qu'aujourd'hui l'INRES conserve cet espace d'accueil bénévole de la part de psy, mais existe aussi auprès du grand public à travers un magazine qui s'appelle Inexploré, à travers INRES TV, et à travers plein d'espaces d'information. Et dans la foulée de ce travail, toujours fasciné de cette vie après la mort, vous avez mené en 2013 une enquête suite au décès de votre papa. C'est cette enquête dont je parlais en introduction rapidement sur le test. En fait, vous avez testé certains médiums pour voir ce qu'ils recevaient de votre papa, en sachant que vous aviez glissé dans son cercueil quelques objets. Et donc l'idée, c'était de voir si les médiums pouvaient identifier ces objets-là. Exactement. À côté de mon travail à l'INRES, c'est vrai que j'ai continué à faire mes enquêtes journalistiques, à faire mes livres. J'ai aussi animé une émission que j'avais conçue et que j'ai vendue à M6 qui s'appelait Enquête extraordinaire. Oui. Donc on a fait, avec mon épouse Natacha Calestrémé, on a fait 11 films sur plein de thématiques différentes. Et donc dans le cadre de ces enquêtes, dans le cadre de mes livres, mais aussi dans le cadre de l'INRES, c'est vrai que la médiumnité est un sujet qui m'a beaucoup interloqué. J'ai rencontré des médiums, j'ai entendu des histoires, je les ai interviewés. Des médiums, donc des gens qui prétendent communiquer avec les défunts. Et il y a des études qui ont été menées par des psychiatres notamment, ou des chercheurs aux États-Unis, pour tester les médiums dans des conditions extrêmement rigoureuses de laboratoire, qui montrent que ces gens-là sont capables d'obtenir des informations qui n'ont aucun moyen conventionnel d'obtenir. Ils n'ont pas triché, on a testé ça, ils n'ont pas obtenu l'information par ailleurs. Et en fait, quand j'ai accompagné mon père en fin de vie, on a parlé de ça, on a parlé pas du test, mais on a parlé de mes recherches, de la fin de vie pendant ces derniers jours. Et après sa mort, l'idée m'est venue qu'on allait faire une expérience tous les deux. J'étais convaincu qu'il était parti autre part. J'étais convaincu, à l'époque de sa mort, j'avais déjà pas mal d'années d'enquête sur le sujet de la conscience, et j'en avais acquis la conviction que la mort n'était pas la fin de la vie, et que mon père s'était métamorphosé en autre chose. En fait, il avait quitté son corps, il était redevenu une conscience. Et donc, dans les jours qui ont suivi sa mort, je me suis adressé à lui comme s'il pouvait m'entendre quelque part autour de moi, et je lui ai proposé de faire ce test. Et là, pour être absolument rigoureux et être absolument certain des résultats que j'obtiendrai éventuellement, je n'en ai parlé à personne. C'est-à-dire que même ma femme, dont je suis quand même extrêmement proche, même ma fille, même ma mère, même mon frère, j'en ai parlé à personne. Je suis allé le jour de l'enterrement, un peu plus tôt que tout le monde, au funérarium. J'ai caché des objets sous son corps, et je suis resté dans la pièce à côté du cercueil ouvert tout le temps que la famille est venue ensuite pour dire un dernier au revoir à mon père. Donc je suis absolument certain que personne n'a vu les objets que j'avais cachés. Le cercueil a été fermé, mon père a été inhumé, et j'ai attendu à peu près 1 an avant de faire ce test. Et donc quand je suis allé voir des médiums 1 an plus tard, en ne leur disant évidemment pas que je voulais les tester, mais en disant que je voulais faire juste un livre d'entretien avec eux, et que je voulais qu'on fasse une séance de médiumnité pour voir ce qui se passerait, pour que je puisse illustrer ça dans le livre. Et quand mon père et puis d'autres défunts de la famille ont commencé à se manifester, je ne veux pas spoiler ce qui se passe, mais cette enquête pour moi a été bouleversante, parce qu'elle m'a permis de comprendre vraiment comment fonctionne la médiumnité, et elle m'a permis de comprendre vraiment que les médiums parlaient à des défunts. Là, effectivement, quand on découvre votre livre, je veux dire, c'est concret, c'est factuel.
C'est ça le métier que j'aime. Vous voyez, sur ces sujets, euh, on peut travailler sérieusement. C'est pas parce que ce sont des sujets qui paraissent fous que tout d'un coup, on ne pourrait que soit y croire ou ne pas y croire. On peut faire un travail journalistique, on peut se questionner, on peut être exigeant, on peut être très cartésien. Moi, je suis cartésien, je suis rationnel. Je n'ai pas abandonné mon cartésianisme et mon exigence en passant du sujet du terrorisme à la conscience. Je reste exigeant et je le suis même encore plus parce que le sujet est Mm. plus Oui. sensible. Donc voilà, pour moi, ce livre, le test, c'est l'exemple type de l'attitude rationnelle que l'on peut avoir face à ces phénomènes. On peut mettre en place une méthodologie pour investiguer un certain nombre d'hypothèses et ça donne des résultats qui sont vraiment troublants, vraiment Et oui, troublants. absolument. Et c'est le cas dans ce livre. Et peu de temps après la parution du test, vous avez vécu une autre expérience en Amazonie, au Pérou. Et vous avez vécu, là encore, une expérience complètement dingue que vous allez après raconter dans un autre livre qui s'appelle Lorsque j'étais quelqu'un d'autre. Vous Hum. allez en fait reprendre contact avec une vie antérieure et pas n'importe laquelle, celle d'un soldat SS. Est-ce que vous pouvez un peu me raconter Oui. C'est dingue aussi. Alors, pour revenir un petit peu en arrière et poser ça dans un cadre logique, en fait, euh, au bout de quelques années d'enquête sur la conscience, je, je me suis aperçu que l'outil scientifique était limité pour explorer les différentes dimensions de la conscience. Donc, j'étais à un moment de mon travail journalistique où j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir aller plus loin dans mon enquête. Les neurosciences butaient sur les outils dont elles disposaient, les témoignages ne me permettaient pas d'aller bien au-delà. Voilà, donc je pouvais faire le constat qu'on ne pouvait pas euh, affirmer que la conscience s'éteignait avec le cerveau et qu'il n'y avait pas de vie après la mort, on ne peut pas l'affirmer. Mais quelle vie se passe après la mort? Comment est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut en avoir des petites idées? Il faut se pencher là sur les textes des différentes traditions religieuses ou spirituelles. Et en fait, j'ai commencé à entendre parler notamment des chamans, et notamment des chamans amazoniens, qui, avec l'utilisation d'une substance psychoactive qui est l'ayahuasca, allaient dans le monde des esprits. Ça, c'est ce qu'on m'avait raconté. Et en fait, le chamanisme, c'est euh, développer des outils pour aller dans le monde des Mhm. esprits. Et moi, très naïvement, je me dis, bah cool, s'ils y vont aussi facilement que ça, en buvant juste un verre de trucs un peu amers, je veux essayer absolument, quoi. Je veux absolument essayer. Donc j'ai pris un avion pour le Pérou, c'était il y a 15 ans. Je suis allé voir un chaman qui m'avait été recommandé par un ami cinéaste. Et puis j'ai vécu mes premières expériences d'ayahuasca qui ont été extrêmement violentes, extrêmement déstabilisantes, extrêmement incompréhensibles, parce que c'est pas juste boire un verre d'un truc et puis commencer à avoir des hallucinations sans qu'il se passe quoi que ce soit. C'est le corps entier rentre dans un autre mode de fonctionnement. C'est une plante qui est aussi une plante purgative, c'est-à-dire que c'est une plante qui nettoie les zones d'ombre. Et en fait, dès mes premières expériences chamaniques, sans que je le sache absolument à l'époque, a commencé en moi un travail lent de déconstruction de la forteresse que j'avais construite depuis mon enfance pour me protéger d'un certain nombre de traumatismes. Sauf que ça, je ne l'ai découvert que très récemment, ça sera l'objet de notre entretien plus tard. Absolument. Si je dois schématiser de façon très très grossière, on a deux formes de Ouais. conscience. Il y a une conscience que j'appellerais la personnalité ou la conscience cérébrale qui va se façonner et se construire tout au long de notre vie, depuis le début de l'apparition de nos premières cellules cérébrales jusqu'à notre mort. Cette conscience, c'est une forme de logiciel qui nous permet de fonctionner et de vivre dans ce monde de matière, dans ce monde temporel, les uns avec les Mhm. autres. Mais cette conscience, elle va recouvrir une autre conscience beaucoup plus subtile que j'appelle la conscience fondamentale, qui, elle, n'est pas assujettie au temps et à l'espace. C'est une forme de conscience immortelle et qui, presque durant notre existence entière, disparaît sous l'écrasante présence de notre conscience cérébrale. C'est un peu comme si nous étions, vous, moi et ceux qui nous écoutent en ce moment, nous étions une âme éternelle et immortelle
que je pourrais comparer à la lueur d'une luciole, vous savez, ces petits vers Ouais. luisants que l'on voit la nuit. Voilà, ça c'est notre âme. Et puis dans notre vie de matière dense, on développe une autre conscience qui est la conscience liée à notre activité cérébrale pour pouvoir parler, pour pouvoir nous souvenir, pour pouvoir fonctionner. Et cette conscience, ça va être une espèce de lumière d'un feu de projecteur de Ouais. camion. Et du coup, la lueur de la luciole disparaît complètement. Elle est complètement inhibée par la lumière du camion. Ça n'est que quand le camion a un accident et s'arrête de fonctionner et que le phare s'éteint que la luciole réapparaît. Hmm. Donc en fait, on passe notre existence à penser que la personne que l'on a conscience d'être est ce que nous sommes, alors que ce n'est qu'une personnalité qui recouvre notre Eh être oui, réel. ouais. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je Si, dis. absolument. Et du coup, à partir du moment où on commence à titiller cette conscience cérébrale, à partir du moment où on commence à déconstruire Hmm. la structure qu'elle a élaborée toute sa vie durant, eh ben on se fragilise, mais en même temps, on laisse des brèches se créer qui permettent d'apercevoir par certains moments cette petite luciole qu'il y a au fond de nous. Et donc, moi, mes premières expériences chamaniques il y a 15 ans ont commencé à ébranler ça. Sauf que moi, je l'ai découvert, comme vous l'avez annoncé en introduction, moi, j'ai été abusé sexuellement quand j'étais Ouais. enfant. Et ça a eu pour conséquence de créer par des mécanismes de défense d'une puissance Ouais. colossale, des mécanismes de déni, d'amnésie, qui font que j'ai développé une personnalité et une structure psychique d'une dureté et d'une rigidité colossale pour me protéger de ce que j'avais vécu enfant. Et ça a été encore renforcé à la mort de mon frère, ou avec le traumatisme de la mort que j'ai côtoyé de près, a encore renforcé. Donc je suis en fait une espèce de structure rigide. Je suis un bonhomme enfermé dans une forteresse qui ignore être enfermé dans une forteresse. Et mes premières expériences chamaniques ont commencé à faire branler les murs de cette forteresse sans que je comprenne pourquoi, sans que je comprenne ce qui se passait. Une nuit, j'ai vu mon frère apparaître, Ah, mais je me suis dit, j'y croyais pas. Voilà, parce que l'esprit est ainsi fait que pendant des mois et des mois et des mois, je cherche à voir mon frère, et le jour où je le vois, je suis tellement mental, je suis tellement dans l'analyse intellectuelle que j'y crois pas, jusqu'à ce que le lendemain matin, ma femme, Natacha, qui était avec moi dans la hutte et qui avait pris aussi de ouais. l'ayahuasca, me dise mais attends, je l'ai vu. Et elles se mettent à me décrire exactement mon frère dans la même position que celle dans laquelle je l'avais aperçu. Donc ça a été vraiment déstabilisant Ah oui. pour moi de m'apercevoir que à la fois je l'avais vu, mais à la fois j'étais tellement bouché et tellement intellectuel et tellement mental que j'avais d'une certaine manière refusé cette vision. Donc voilà, dans les années qui ont suivi, j'ai continué à repartir en Amazonie à plusieurs Ouais. reprises parce que le chamanisme me semblait être intuitivement un espace à la fois de grandes possibilités, de grande liberté, mais aussi extrêmement déstabilisant, mais j'avais quand même envie de continuer Mhm. l'exploration. Et ce moment-là était un moment à la fois de grand désir de ma part de retrouver, de me reconnecter un petit peu avec qui j'étais, et puis de faire un point profond sur mon existence. Et ben voilà, quand vous demandez quelque chose à Hmm. l'univers, et ben en général l'univers il répond à vos questions. Et moi, c'était même pas sous ayahuasca que j'ai eu cette vision, c'était en pleine journée, pendant un moment de voyage chamanique que j'ai fait uniquement avec le son du Ok, tambour, waouh. où j'étais allongé, les yeux fermés, mais avec des écouteurs sur les oreilles qui diffusaient un son de tambour qui faisait boum, 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 boum. Donc pendant cette expérience-là, effectivement, l'univers a répondu en me montrant une des sources de la raison pour laquelle j'avais construit une forteresse et une des sources de cette violence dont j'avais hérité, qui était potentiellement voilà, une mémoire de vie antérieure. J'ai du mal à dire ces mots-là parce que je trouve que c'est des mots qui sont très réducteurs par rapport à la réalité de ce que j'ai Hmm. traversé. Mais en gros, pendant cette vision, ce rêve éveillé, parce que j'étais complètement conscient et complètement éveillé, j'ai été transporté dans une scène de guerre, où j'ai vu un soldat allemand dont je savais qu'il appartenait à la SS. Je sais instantanément quand je vois cette vision-là qui s'appelle Alexander, je vois son nom de famille, Hermann, je sais qu'il est Obersturmführer, et je le vois prendre un éclat d'obus à la gorge et tomber. Je suis assez subjugué quand je vis cette expérience parce que je suis conscient, j'ai les yeux fermés, c'est comme si mon esprit partait dans un imaginaire extrêmement productif en me montrant cette scène.
mais à aucun moment je pense que ça puisse être réel. Je me pose pas la question. Oui. D'ailleurs, quand je vis ça, je me dis que, enfin, une partie de moi se dit que c'est mon inconscient qui me balance ces images-là, comme si j'étais sur le divan d'un psychanalyste et que tout d'un coup j'avais par association des idées qui me venaient. Et quand quelques semaines plus tard je rentre en France, je googleise le nom de Alexander Hermann Obersturmführer et j'ai la surprise de découvrir qu'il y avait dans des listes d'officiers SS que je trouve sur Internet, je découvre le nom d'Alexander Hermann Obersturmführer. Mais à ce moment-là, je crois vraiment que c'est une coïncidence parce que je suis, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis très cartésien, donc pour moi, il est plus probable que mon imaginaire ait fabriqué un nom et que par hasard, ce nom existe réellement, plutôt que l'inverse. Et donc, il va passer plus d'un an sans que je fasse quoi que ce soit. Et un an après, pour je ne sais quelle raison, je décide de recommencer à googliser un peu ce ton-là. Et en faisant des recherches, je découvre un dossier militaire de près de 150 pages sur cet Alexander Hermann Obersturmführer. Et c'est dans ce dossier-là que je découvre son acte de décès qui stipule que le réel Alexander Hermann Obersturmführer a été tué par un éclat d'obus à la gorge. Et quand je vois ça, c'est un vrai choc. Oui. Parce que là, je peux plus rationnellement me dire que c'est une coïncidence. Donc, effectivement, là, toutes les questions m'explosent à la tête. Pourquoi est-ce que j'ai eu cette vision? Pourquoi est-ce que ce que je pensais avoir imaginé est une scène qui correspond à une scène qui s'est réellement passée? Et toutes ces questions-là, je me les pose et je commence une enquête que je raconte effectivement dans ce livre qui s'appelle Lorsque j'étais quelqu'un d'autre. Ouais, c'est vraiment incroyable ces expériences. Et ce qui est très intéressant, c'est toujours cette rigueur scientifique, cette curiosité journalistique avec laquelle vous appréhendez en fait chacune de ces nouvelles expériences. Mais parce que c'est possible, parce que c'est possible. Si quelqu'un me dit les Irakiens ont des armes de destruction massive cachées, on peut enquêter, le journalisme peut faire une enquête auprès des services de renseignement, avec des témoins, etc. Enfin voilà, on peut faire des enquêtes. Si une autre personne me dit j'ai vu un mort ou j'ai vu un ovni, on peut faire des enquêtes. Est-ce que ce phénomène est uniquement circonscrit à cette personne-là, ou est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont vu les mêmes types d'expériences? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on peut l'expliquer par des phénomènes psychiques connus, etc., etc., etc. Et quand on commence à enquêter sur les ovnis, sur la vie après la mort, sur la réincarnation, eh ben, on n'arrive pas aux explications conventionnelles aussi rapidement qu'on l'imagine. Et on ne peut pas se débarrasser de ces phénomènes mystérieux, intrigants. Ils sont autour de nous, ils se produisent autour de nous, ils ouvrent sur des grandes questions vertigineuses. Nous sommes dans l'univers. Est-ce que la réalité se réduit à la matière que l'on observe, ou y a-t-il d'autres dimensions? Voilà, toutes ces questions, elles touchent en définitive au sens de notre existence. Voilà, donc effectivement, je consacre ma vie depuis 20 ans à enquêter sur ces sujets. Et en fait, la porte vers la conscience, elle se situe pas dans un monastère de l'Himalaya ou au fin fond d'une forêt amazonienne, elle se situe au cœur de nous-mêmes. Nous sommes la porte vers les mondes invisibles. Donc c'est aussi la raison pour laquelle j'ai de plus en plus travaillé avec le chamanisme, qui est pour moi une des techniques d'enquête et d'induction d'états modifiés de conscience qui permet d'aller vers ces autres mondes. Sauf que d'aller vers ces autres mondes permet aussi d'aller vers l'intérieur de soi-même et d'aller vers des zones que l'on a passé sa vie entière à essayer de cacher. Et c'est effectivement ce que j'ai découvert de façon complètement accidentelle dans ma dernière enquête, qui fera l'objet d'un prochain entretien. Absolument. Et pour conclure, en fait, par rapport à cet entretien, moi, je voulais lire un très court extrait, justement, tiré de Nos âmes oubliées, et je trouve que ça résume bien là, tout ce qu'on vient de se dire. Vous écrivez, et c'est très joli, « Pendant une première partie de ma vie, j'ai été un explorateur de la Terre et des zones de tension. Depuis la mort de mon frère, me voilà devenu un explorateur de l'âme, un psychonaute. » Et voilà, je trouve que c'est un très, très joliment résumé. Mais avant de complètement conclure ce premier entretien, j'ai quelques questions rituelles que j'aime bien poser à mes invités, Stéphane, donc vous n'y échapperez pas. Je voulais savoir si vous écoutez souvent votre petite voix pour faire référence au titre de ce podcast.
J'essaye, oui. La difficulté dans notre monde, c'est de dissocier la petite voix de nos fantasmes, de nos désirs et de nos Hmm, peurs. Donc, pour écouter sa petite voix, je pense qu'il faut apprendre à se connaître. Plus on se connaît, plus on sait d'où viennent les pensées et cette petite voix justement qui émerge. Et plus on est en capacité de l'écouter. Voilà, en acceptant de se confronter à ses propres ombres, en acceptant de se regarder en face, on se connaît mieux. Ça, pour revenir au tout début de notre entretien, ça nous met dans un état de vulnérabilité, mais c'est paradoxalement cet état de vulnérabilité qui permet de mieux entendre ouais. cette petite voix, parce que cette petite voix, elle vient directement de notre âme et elle n'est plus encombrée d'autres messages, et elle peut être parfois vraiment décisive dans des moments clés de notre existence. Absolument. Et on a beaucoup parlé de livres, en l'occurrence des livres que vous avez écrits dans cet entretien. J'aimerais savoir s'il y a un livre qui a particulièrement éclairé votre chemin de vie. Oh, il y en a des tonnes. Il y a un homme pour qui j'ai une admiration énorme qui s'appelle Ram Dass. C'est un nom hindou, mais d'un type qui était américain, enfin qui est américain à l'origine, qui s'appelait Richard Alper. C'était un psychologue qui est né dans les années 30 aux États-Unis et qui a fait un parcours qui l'a conduit à à enseigner la psychologie à Ouais, Harvard. Pendant cette époque où les psychédéliques commençaient à se répandre aussi dans la société. Et avec un autre chercheur de Harvard, ils ont commencé à donner du LSD notamment aux étudiants dans des cadres de programmes de recherche. Mais ils étaient assez enthousiastes, si bien qu'ils ont été virés de Harvard. Et, et Richard Alper, plutôt que de se morfondre ou de devenir aigri, s'est dit, bah, comme je suis libre, maintenant je vais foutre le camp, je vais aller en Inde. Et il est parti en Inde, il a rencontré l'hindouisme, il a rencontré son gourou, Nam Karoli Baba, avec lequel il a eu une rencontre spirituelle bouleversante. Il a changé de nom, il s'est appelé ouais. Ramdas, et il a entrepris dans les années et les décennies qui ont suivi d'enseigner euh, la spiritualité, parce il avait constaté par lui-même que grâce au LSD et aux psychédéliques et à la psilocybine notamment, il accédait à des espaces spirituels d'une transcendance prodigieuse, mais quelques minutes seulement, et de façon artificielle. Et il a découvert à travers l'hindouisme et à travers le travail avec son gourou que ces états de grâce, ces états extatiques, on pouvait non seulement y accéder de façon spontanée en développant soi-même le chemin spirituel, mais aussi y demeurer et y rester en permanence, comme son gourou l'était en permanence. Est-ce que vous avez aussi un rituel bien-être quotidien? Il y en a un que vous évoquez dans votre dernier livre d'ailleurs. Vous pensez à quoi? Je pense à la méditation. Ah oui, Non, je sais euh, pas, c'est peut-être plus d'actualité. si ça l'est, je suis pas aussi rigoureux que je devrais l'être en méditation, parce que c'est vrai que la méditation est une pratique qui permet vraiment à la fois un ancrage de façon pérenne et durable, et puis qui permet justement de retrouver soi. Et là, en ce moment, voilà, je suis un peu moins assidu. Je suis plus en lutte intérieure, et du coup, je suis plus négligent sur ma méditation, ce qui est paradoxal parce que c'est précisément le moment où je devrais être plus assidu. Mais voilà, je suis un être de paradoxe, Comme nous tous. comme nous tous, voilà. Bon, et ma dernière question, Stéphane, je voulais savoir, est-ce qu'on peut dire de vous que vous être heureux? Je pense pas que ce soit le but de la vie d'être heureux. Je, enfin, en ce qui me concerne, je Ouais, pense ouais, que ouais. dans notre monde occidental, être heureux, ça voudrait signifier être loin des problèmes. Euh, mais je pense que être heureux en étant loin des problèmes, c'est non seulement illusoire, et puis surtout c'est une forme d'égoïsme. Ça veut dire qu'on ne peut être heureux que nous en France, parce qu'on a la sécurité sociale, parce qu'on a un pays en paix, etc. Mais pour moi, dire que je veux être heureux alors que il y a quelques jours, je recevais un message d'un ami afghan qui me demande comment je peux l'aider à foutre le camp de son pays. Je peux pas être heureux en vivant dans un monde où je sais qu'il y en a d'autres qui souffrent ailleurs. Ce serait une forme d'égoïsme. Donc je préfère au mot heureux la recherche d'une forme de lucidité. Je pense que le but de la vie, c'est d'acquérir de la plus grande clarté sur qui on est soi-même. Et je Hmm, pense que ça permet de trouver de l'apaisement, ça permet de mieux écouter sa petite voix intérieure, ça permet de prendre mieux soin de soi, non pas pour être tranquille et être calme, mais pour être plus lucide sur qui on est. Et c'est en prenant soin de soi que progressivement on va aider aussi par ricochet et par inspiration le monde à être meilleur.
Je pense que la meilleure chose que l'on puisse faire pour rendre ce monde meilleur, c'est de se rendre soi-même meilleur. Non pas plus heureux, mais plus lucide. Oui. Stéphane, merci beaucoup. C'est déjà passionnant de vous avoir écouté comme ça sur votre parcours. Comme convenu, on se retrouve la semaine prochaine et cette fois-ci, on va évoquer votre dernier ouvrage, Nos âmes ébouliées. Mais en attendant, merci beaucoup Stéphane. Mais merci à vous, c'était beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi dans 2 semaines pour le prochain épisode. Si celui-ci vous a plu, alors dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.